Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Marion Pavard, je suis enseignante et également psychologue clinicienne sur une plateforme d'accompagnement pour les proches aidants, donc tous les proches de personnes malades, en situation de handicap ou vieillissants. Et j'en profite pour dire que je souhaiterais, avec mon association, donc, monter un groupe de parole pour les proches de victimes d'inceste ou de violences sexuelles. Donc si c'est un projet qui vous tente, je vais laisser une feuille, vous pouvez venir vous inscrire à la fin de la conférence. Voilà, ça sera un groupe qui se déroulerait sur Manosque, à la maison de santé La Vista. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc je vous présente Sandy Rousson, qui est également psychologue clinicienne, qui a un cabinet à Fort-Calquier, dans lequel elle reçoit des adultes, mais également des enfants, des adolescents, des couples, des familles. Et avant de lui laisser la parole, je vais un petit peu préciser déjà d'où elle parle, parce que c'est important, hein, il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc quelle école, quelle famille de pensée sur lesquelles elle s'appuie en tant que psychologue clinicienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a accompagné pendant 20 ans des enfants, de la naissance à l'adolescence, des enfants en grande souffrance psychique, entravés par des retards de développement neurologique, moteur, mental, avec ou sans troubles psychiques. Et donc, elle a travaillé après dans différents groupes, freudiens, lacaniens, donc plutôt d'orientation psychanalytique, et elle s'est ensuite formée sur la thérapie familiale psychanalytique sur Marseille et également sur Manosque. Voilà, donc aujourd'hui, elle va nous parler de l'incestuel à l'inceste et des liens d'emprise dans la famille. Donc elle va nous parler des fonctionnements familiaux qui peuvent constituer le terreau de l'inceste et que l'on nomme l'incestuel. Donc on en a déjà pas mal parlé cette semaine. Notamment, il y a eu une intervention en début de semaine de Sophie Gottman, qui est autrice du livre Waterbed, qui d'ailleurs est en vente sur le stand de la librairie La Carline. Et voilà, où elle évoquait justement les ravages de l'incestuel. Alors, elle parlait d'incestuel que je pourrais qualifier presque de bruyant, quoi. On pourrait presque dire de l'inceste d'ailleurs, où elle évoquait notamment des parents qui organisaient des partouzes dans leur logement alors que les enfants dorment à côté, etc. Mais en fait, l'incestuel, c'est le plus souvent très insidieux, hein. Des portes qui ne sont pas fermées, des espaces intimes qui n'existent pas. Et c'est un climat en fait qui peut paraître banal et normal pour des familles qui ont toujours fonctionné comme ça. Donc c'est aujourd'hui, Sandy, elle va vous parler de tout ça. Je vais lui laisser la parole. Merci, bonjour. Juste donc préciser que j'ai approfondi ma formation en me formant auprès de Christine Ulevici, qui travaille sur la psychanalyse transgénérationnelle sur Paris. C'est important parce que je vais beaucoup vous parler des arbres familiaux. C'est un outil qui est au centre de ma pratique. Donc l'arbre familial permet de revisiter ce que nous appelons le roman familial. Le roman familial, c'est le récit où se rencontrent à la fois le conscient et l'inconscient familial, construit par les membres de la famille, justement pour faire famille. Donc, dans le cadre d'une psychothérapie, le tracé de l'arbre inscrit chacun de ses membres à une place donnée et constitue un des outils qui permet de prendre de la distance pour tenter d'opérer une séparation symbolique quant aux liens d'emprise toujours présents en cas d'inceste et de climat incestuel. Donc, il y a une clinicienne qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Anne Ancelin Schussenberger. Vous trouverez ses livres, qui a écrit notamment Aïe mes aïeux, qui est un texte princeps en fait pour les analystes en transgénérationnel et en psychogénéalogie. Donc, juste pour que vous puissiez vous représenter ce que c'est un arbre, donc je demande à la personne, elle est devant une grande feuille blanche, format raisin. Je lui donne des feutres. Et la consigne, c'est de partir d'elle et de donc dresser son arbre, c'est-à-dire sur au moins, je demande au moins 2 ou 3 générations. Donc en général, au niveau des souvenirs, c'est souvent, donc il y a les parents, les grands-parents. On peut parfois remonter jusqu'aux arrière-grands-parents, voire plus, en fonction des gens.
Donc, une fois que l'arbre est dressé avec le nom des personnes, donc je demande qu'il y ait les dates de naissance, de mort, si possible, s'il y a eu des fausses couches, des IVG. Voilà, il y a tout le parcours des membres de la famille qui apparaissent. Et ensuite, on rentre dans l'arbre en inscrivant des commentaires sous les membres de la famille pour aller travailler en profondeur la question des phénomènes de hantise et d'emprise. Voilà, ça c'était juste pour vous expliquer cet outil parce que je vais beaucoup en parler. Cette semaine de prévention et d'information sur l'inceste nous indique que nous vivons depuis quelques années sur le plan collectif un moment particulier qui correspondrait à ce que j'appellerais la levée des voiles. On entend dans le signifiant voile l'anagramme du mot violet, viol, dans le sens de la levée du refoulement ou plus précisément du déni collectif. Nous assistons à une vague de fond sociétal, BD, reportages, témoignages de personnes publiques, émissions, radio-télé, autobiographies, qui remontent à la surface ces choses naufragées, dont Victor Hugo nous parle en écrivant « Il y a plus souvent de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer ». J'accueille régulièrement en séance le naufrage psychique qui engendre l'inceste et l'incestuel. Pour ceux et celles qui acceptent de plonger à mes côtés dans les fonds de l'âme de la mère, avec un E, du père, des ascendants et de la famille, la descente est progressive, avec, contrairement aux plongeurs en apnée, le besoin d'effectuer des allers-retours à la surface, que sont les temps dits d'après-coup, entre chaque séance pour retrouver son souffle. J'aime à penser la fonction du ou de la psychologue, telle que l'a décrit Monique Bildowski, psychanalyste française, comme l'œil du cyclone, cette zone de calme en son sein, à la fois dans l'accueil du discours et séparée de l'autre, lequel sera aux prises avec un ouragan intérieur puissant, une souffrance psychologique et corporelle majeure dans les problématiques d'inceste. Ce chaos intérieur renvoie à la désorganisation psychique suite au passage à l'acte incestueux. Il renvoie au confusionnel, à cette confusion qui règne dans les familles ayant un fonctionnement incestueux, qui a donc pour conséquence de faire vaciller chacun de ses membres, ainsi que les frontières entre le moi et le non-moi, entre l'intime et l'extime. Les frontières deviennent alors floues et poreuses. J'illustrerai mon propos de quelques vignettes cliniques avec l'accord des patients concernés. Il y en a beaucoup ici. Je les remercie pour leur confiance. Donc des propos ou alors recueillis donc au sein de la littérature, mais également par des images, parce que je pense que la culture nous aide à penser l'impensable et à tenter de nommer l'innommable. Nous avons besoin d'images et de symboles pour penser ensemble et créer de nouveaux récits, à la fois dans les espaces thérapeutiques, mais également de façon collective. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui étaient là dès le départ. On a beaucoup parlé d'inceste. Il y avait quelqu'un qui avait demandé lors d'une conférence de redéfinir l'inceste. Alors, j'ai repris la définition qui est décrite par l'Association internationale des victimes de l'inceste, l'EVI. Donc, je voulais qu'on la reprenne ensemble pour bien savoir de quoi on parle. Et la deuxième partie, vous verrez, parle de l'incestuel. L'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Mais le lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Ainsi, les agresseurs et agresseuses peuvent être dans la famille de sang, père, mère, sœur, frère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine, et dans la famille par alliance, beau-père, belle-mère, oncle par alliance, etc. Entre les mineurs, même un an d'écart peut suffire à établir un lien d'autorité. Ça y est, Dorothée Ducy qu'en parle beaucoup dans Le berceau des dominations. Physiquement, l'inceste peut être un viol, soit tout acte de pénétration par voie orale, fellation, anale, sodomie, vaginale, imposé avec une partie du corps de l'agresseur ou l'agresseuse, doigt, pénis, ou par l'utilisation d'un objet. L'inceste peut prendre aussi la forme d'une agression sexuelle, consistant à imposer un toucher sur le corps de l'enfant avec son propre corps, par exemple se frotter contre l'enfant, cunnilingus, masturbation, à des fins de satisfaction sexuelle. L'enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de masturbation sur l'agresseur ou l'agresseuse, l'embrasser ou le toucher, ou elle ou il le demande.
Alors, donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui, l'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle ou inceste moral ou inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, parader nu, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident de ses aventures sexuelles, ou le photographier nu, ou dans des situations érotiques également. L'inceste, c'est aussi, sous couvert d'actes d'hygiène, l'agresseur ou l'agresseuse qui assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles, plusieurs fois par jour, des lavements, etc. Et ce, jusqu'à un âge avancé de l'enfant, dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. J'en profite pour faire le lien avec les propos de l'auteur du livre Waterbed, donc qui était présente ici, Sophie Gottman, donc qui a écrit donc sur les ravages de l'incestualité, qui nous disait samedi, au moment du débat Inceste et justice, se sentir très seul et isolé à porter cette parole autour de l'incestualité et ses conséquences psychiques graves et délétères, car effectivement cette question est beaucoup moins traitée et évoquée dans les médias. Pour autant, il y a de nombreuses années que les cliniciens se sont emparés de cette notion très importante pour saisir les dysfonctionnements familiaux. Le fait que l'incestualité fasse partie intégrante de la définition de Lévy est une reconnaissance importante des conséquences traumatiques pour les personnes ayant vécu ce type de violence. Iris Bray, dans son article « Culture de l'inceste, culture pédocriminelle », dans le livre collectif « La culture de l'inceste », écrit « Cette définition laisse percevoir que l'inceste n'a pas un seul et même visage. Il est extrêmement important de souligner que les situations sont multiples afin de déjouer les stéréotypes qui empêchent de penser et de voir l'inceste. Il est donc intéressant de constater que les comportements et attitudes qualifiés d'incestuels sont dans cette définition, qualifiés d'inceste, ce qui démontre une avancée considérable quant aux représentations et aux conséquences majeures de ces attitudes, lesquelles, si elles ne comportent pas d'effraction sexuelle en termes de viol ou d'attouchement, constituent une intrusion grave dans l'intimité psychique, émotionnelle et corporelle de l'enfant. Alors, qu'est-ce que l'incestuel ? Donc, l'inceste, c'est un passage à l'acte sexuel sur le corps de l'enfant. L'incestuel est décrit comme un inceste moral, incluant une emprise psychique sur l'enfant. Nous parlons alors d'ambiance incestuelle. C'est le psychanalyste Paul-Claude Racamier, en 1995, dans son livre « L'inceste et l'incestuel », qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui nous enseigne sur la différence entre les deux, qui est très ténue. Il parle de climat incestuel. Il écrit « L'incestuel, c'est un climat qui souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste. Le vent souffle chez les individus, il souffle entre eux et dans les familles. Partout où il souffle, il fait le vide. Il instille du soupçon, du silence et du secret. Il disperse la végétation, laissant cependant pousser quelques plantes apparemment banales qui se révèlent urticantes. L'image du vent permet de saisir cette notion d'ambiance impalpable, mais bien présente entre les membres de la famille, et celle de la plante banale souligne bien le fait que pour les parents, tout est normal, car ils ont incorporer psychiquement cette façon de créer du lien avec leurs propres parents, leurs fratries, leurs grands-parents, leurs ancêtres. Nous pressentons d'emblée comment remettre en cause ce type de fonctionnement, c'est-à-dire ce mode d'être ensemble et de faire famille, va être compliqué et faire naître de nombreuses résistances. Ce fonctionnement familial, souvent clanique, sous forme de tribu, est souvent idéalisé et peu remis en cause par les parents. Ce climat incestuel est présent dans de nombreuses familles. Qui dit climat incestuel ne dit pas forcément passage à l'acte incestueux, mais il en est toujours le terreau. La clinique nous montre que nous retrouvons systématiquement ce climat dans les générations précédentes. Il est important là que je précise qu'il n'y a aucun jugement de ma part sur les façons, évidemment, dont les gens vont faire famille. Nous sommes tous les héritiers de représentations psychiques conscientes et inconscientes véhiculées par notre famille. Mais la priorité doit rester le respect des besoins de l'enfant dans son besoin de sécurité, de singularité et d'autonomie psychique. Et nous allons voir comment ce type de climat vient entraver son développement psycho-affectif. J'emploierai le terme de père et de mère, et j'ai donc conscience de me situer dans un prisme hétéronormé, mais
Ce que je vais dire concerne aussi bien évidemment les couples parentaux homosexuels et les familles monoparentales, etc. La bonne famille renvoie, comme la bonne mère, à une imago idéalisée avec son cortège de culpabilité. Je propose plutôt de reprendre le concept du psychanalyste anglais Winnicott, qui propose la notion de mère suffisamment bonne pour son bébé. Par extension, une famille suffisamment bonne va être une famille qui offre un espace de sécurité psychique et corporelle suffisamment contenant pour permettre à l'enfant de grandir, de s'élever, de se construire intérieurement en développant sa propre subjectivité. Une famille suffisamment bonne est une famille qui va autoriser l'enfant à prendre conscience non seulement qu'il a des ailes, qui va l'accompagner dans la découverte de comment on se sert de ses ailes, qui va autoriser qu'il y ait des adultes qui l'aident à se servir de ses ailes pour qu'un jour il puisse s'envoler en dehors de son groupe familial. Donc je vais maintenant tenter de donner des repères clairs pour que vous puissiez identifier ce climat en tant que parent, éducateur, thérapeute, enseignant. Je précise que les exemples qui vont suivre sont des propositions de pistes de réflexion sur des comportements quotidiens et répétés qui vont venir faire habitude. C'est vraiment important. On ne parle pas de l'exception « Oups, excuse-moi, je suis entrée dans la salle de bain, je n'ai pas fait exprès ». Évidemment, on parle pas de ça. On parle vraiment de choses répétées qui font habitude dans la famille. Les parents concernés vont trouver ça normal, n'y voir aucun mal, car la charge érotique contenue dans ces gestes ou comportements est souvent inconsciente. Alors, Inès Gauthier, elle en a beaucoup parlé hier, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Du coup, je vais répéter certaines choses, mais parce que c'est des notions qui sont essentielles dans la question de l'incestualité. Tout d'abord, cette ambiance incestuelle dans la famille va générer une grande confusion des places de chacun et donc une confusion des générations. Nous assistons à une indifférenciation des générations et à un écrasement de la différence entre générations parents et enfants. Par exemple, certains parents vont se confier à leur enfant sur leur sexualité d'adulte. L'enfant devient alors le confident des frasques sexuelles des parents qui dévoilent des détails de leur sexualité. Voilà, là je pense à une patiente qui était en instance de séparation, qui avait la maladie de Crohn. Ça, on n'en a pas parlé, la maladie de Crohn, mais pour moi c'est aussi un marqueur d'alerte. Et qui fréquentait les milieux, les milieux échangistes, et qui racontait comment sa mère, en fait, pour la préparer à sa sexualité, l'avait, à la majorité, invité avec elle, du coup, à partager des moments en club échangiste. Voilà, donc par exemple. Donc voilà, mais c'est aussi une mère qui peut critiquer son mari sur le plan sexuel, dire son insatisfaction sexuelle à son enfant sur ce plan, en discréditant au passage le père dans sa fonction de tiers symbolique entre elle et lui. Un parent peut aussi s'appuyer sur son enfant suite à une séparation. Alors évidemment que, donc elle en a bien parlé hier, Inès Gauthier, chaque adulte va traverser des tourmentes dans sa vie et les enfants peuvent être un soutien, être là. Mais le souci, c'est quand le parent s'appuie exclusivement sur son enfant sans demander de l'aide à l'extérieur. Voilà. Alors un autre exemple, quand l'enfant ne dort pas dans son lit, mais dans celui de ses parents, en présence des deux parents, cela vient interroger sur la proximité des corps, plus ou moins dénudés quand ce n'est pas nu, et sur la place de la sexualité dans le couple. Quelle fonction a l'enfant au milieu du couple ? Que fait-il là au-delà de ses peurs nocturnes ? Protège-t-il la mère ou le père d'une sexualité non désirée ? Donc là, je vous livre en fait les questionnements, voilà, qu'il est bon d'avoir dans ces cas-là. Les parents, par exemple, qui ne ferment pas la porte des toilettes. Les parents qui vont mélanger les prénoms, qui mélangent comme ça de manière confuse les prénoms entre les enfants et là où le conjoint. Quand une femme appelle son conjoint papa, ça j'ai déjà entendu en séance, papa, qu'est-ce que t'en penses ? Et oui, maman, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? En parlant avec leur enfant au milieu. Et les enfants aussi qui appellent leurs parents par leur prénom.
c'est un marqueur qui indique qu'il y a un gommage des générations. Quand la mère ou le père va adopter le style vestimentaire, musical, langagier de sa fille ou de son fils adolescent, qui va porter les mêmes sous-vêtements, ou quand un père choisit de manière répétée les sous-vêtements de sa fille, par exemple, qui va acheter les sous-vêtements de sa fille. Quand le père, en quittant sa femme, rencontre une jeune femme de l'âge de sa fille, et réciproquement. Tous ces exemples tentent à montrer cet effacement de la différence des générations et engendrent une confusion des espaces psychiques. Cette confusion des places se joue également à l'intérieur de la maison. Il est très intéressant d'observer comment les espaces de vie sont organisés à l'intérieur du domicile. Ils nous donnent des indications précieuses sur le fonctionnement conscient et inconscient de la famille, dans sa façon d'habiter l'espace et dans la possibilité de pouvoir circuler ou pas dans les différentes pièces de la maison. Les questions à se poser sont: quels sont les espaces intimes pour chaque membre de la famille ? Peut-on s'isoler sur le plan corporel, sur le plan acoustique ? Peut-on fermer les portes de la salle de bain et des toilettes ? Y a-t-il un verrou sur la porte ? Avec cette question essentielle, peut-on s'extraire, se soustraire du regard de l'autre ? Qu'en est-il de la nudité des corps et de l'exposition des organes génitaux des parents, des enfants ? Le besoin d'avoir à couvrir son corps est-il respecté au moment où la pudeur chez l'enfant émerge ? J'évoquerai plus tard la pratique du naturisme. Alors j'entends souvent, donc moi, le parent, je pense savoir ce qui est bon pour mon enfant, pour son développement psycho-affectif, mais évidemment. Mais le questionnement qui me semble essentiel de saisir, c'est quand je mets une pratique en place, cododo, allaitement tardif, voilà, tout ça, naturisme, à quel besoin je réponds en tant que parent ? Alors, pour le cododo, je ne parle évidemment pas de ces temps essentiels, précieux, aux interactions précoces parent-bébé, de ce pot à pot indispensable à la constitution d'un lien sécurisant et chaleureux, mais plutôt d'imposer à l'enfant de dormir tous ensemble à un âge avancé. La question à se poser est: pour qui je le fais ? Pour mon enfant ou pour moi en tant qu'adulte ? Est-ce pour répondre aux besoins de mon enfant ? Et où est-il écrit que l'enfant a besoin de fusion de corps pendant la nuit pour faire face à ses angoisses quand il sort du stade du bébé ? Ou est-ce pour répondre et remplir mes failles, mes angoisses d'abandon ou ma difficulté face à la séparation ? Je rappelle quand même qu'il y a des adultes qui ont peur du noir. Le cododo doit être pratiqué en pleine conscience et ne pas constituer un choix définitif. Il devrait même être questionné chaque soir. L'enfant évolue. Ses besoins d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Si la fusion corporelle est nécessaire et essentielle pour le nourrisson, pour le sécuriser, il se réfléchit pour l'enfant plus grand, ce qui n'exclut évidemment pas des exceptions, comme une frayeur suite à un cauchemar, un enfant malade. Je rappelle que le doudou, la veilleuse, font office de ce que Winnicott a appelé des objets transitionnels qui offrent la possibilité d'un entre-deux possible entre le corps de la mère et celui de l'enfant. Cela fait partie du chemin psychique de l'enfant, de créer en lui-même ses capacités d'autoconsolation pour se rassurer quand l'objet d'attachement est absent, la nuit par exemple, ou quand il est à la crèche, pour l'aider à supporter, vivre l'absence en attendant le retour de l'objet aimé. Pour revenir au naturisme, donc j'entends chez de nombreux patients la question de l'effraction visuelle, d'avoir pu voir les parties génitales de leurs parents de façon quotidienne et répétée, des amis des parents, voire des grands-parents. Sans jugement sur cette pratique, évidemment, que ce soit sur ça ou quelque pratique sexuelle que ce soit, ça regarde chacun et c'est la liberté de chacun, évidemment, entre adultes consentants. Mais quand des enfants sont présents, j'invite à la plus grande prudence, compte tenu des répercussions psychologiques par rapport à ces effractions visuelles, par rapport à son rapport au corps, à l'enfant et au corps de l'autre. Certains enfants sont plus qu'invités à se déshabiller sur des plages ou au bord des piscines. Ils sont souvent obligés de suivre la règle édictée par les camps naturistes. Je pense là à un des patients que je suis, qui n'a de cesse de dessiner des corps nus, fripés, dégoulinants, qu'il appelle des monstres. Je les entends comme des tentatives de mise en forme, de figuration, qui font suite à des sidérations psychiques. Conséquence d'effractions visuelles répétées. Donc là, c'est une image de la méduse, du mythe de la méduse qui représente bien la captation du regard.
Ça, c'est une peinture de Egon Schiele. Du coup, je n'ai pas noté le nom. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer cette peinture qui montre bien aussi la sidération du regard de la sidération du regard de l'enfant. J'aurais préféré vous montrer les dessins de mon patient, mais il n'a pas voulu que je vous les montre. Donc, voilà. Donc, cette peinture, elle s'appelle La famille, donc c'est toujours d'Egon Schiele. C'est son dernier tableau avant sa mort. Donc, on voit bien là la nudité des corps, l'angoisse de mort qui plane, et le bébé recroquevillé, douloureux, enfin c'est un grand bébé déjà, hein, mais enserré dans l'entrejambe de sa mère, dans une grande collusion et fusion corporelle. Si certains y ont vu une prémonition ou préfiguration de la Shoah et des misères de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons le penser également comme une figuration de l'inceste. Egon Schiele, peintre allemand, a sa vie semée de deuil précoce, 3 bébés morts dans sa fratrie, le deuil de sa sœur, de sa petite sœur, une relation d'emprise avec sa mère très autoritaire, un père malade mental interné en psychiatrie, ainsi qu'un inceste frère-sœur consommé à l'âge adulte, après la mort du père. Je pense également ici, entre autres, au témoignage très touchant de Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande, où tous les adultes sont nus au bord de la piscine. Elle décrit bien ce climat incestuel où l'on pressent le passage à l'acte imminent, car tout y semble propice. Elle écrit « L'après-midi, ou comme le reste de la journée, le maillot rikiki l'emporte rarement sur la nudité. À la piscine, José est à poil. Et alors ? Dans un éclat de rire, mon beau-père surveille l'évolution des corps. Dis donc, ça pousse ma camouche. Mais tu ne vas tout de même pas garder le haut, t'es pas comme Mumu la coincée. Muriel, la meilleure amie de ma mère, se fait engueuler. Elle qui ne veut pas exposer son corps, elle qui préfère la pudeur à la nudité, se fait malmener. Evelyne se moque d'elle, Evelyne donc c'est sa grand-mère, Evelyne se moque d'elle tout le temps, Mumu la chichi-pampan. Ou comment refuser de se plier à la règle du groupe entraîne humiliation, voire rejet, et fait naître un sentiment de honte et vient abîmer le rapport à son propre corps de femme en devenir. Donc, je voulais vous lire aussi des passages donc, du livre de Waterben. Donc, Sophie Gottman m'a offert son livre pour que je puisse vous lire quelques passages. Elle ne peut pas être là parce qu'elle enregistre une émission sur France Inter qui va passer samedi à 20h dans l'émission En Marge avec Julia Foyce. Il y a toujours beaucoup de gens chez Papy Martial, beaucoup de femmes surtout. Tout le monde est à poil. Moi non plus, je n'ai pas le droit de mettre de maillot de bain. Maman me l'interdit. Elle décide de ce que je dois faire. Je ne discute pas. Je dois lui obéir, a dit papa, parce qu'elle sait mieux que moi. Elle me coiffe pour que je sois jolie, nue, avec mes longs cheveux blonds jusqu'aux fesses. Puis je vais jouer dans un coin. Quand maman m'appelle pour me montrer, je sors de ma cachette. Elle dit toujours « Regardez ma fille comme elle est belle. J'ai de la chance, non ?» Alors j'ai peur qu'on s'approche trop près de moi, qu'un corps me touche sans faire exprès. J'attendais le droit auquel j'avais droit, celui de garder mon maillot de bain et de protéger mon intimité. Ces quelques poils qui, depuis quelques mois, habillaient la peau glabre de mon pubis. J'espérais la liberté et le respect qui m'étaient dus. Mais mon évident malaise n'était-il pas perceptible? Était-il volontairement ignoré ou pire, était-il source d'une quelconque satisfaction? L'indulgence, la clémence ne venaient de nulle part et la sentence tombait. Alors, ça y est, tu l'enlèves cette culotte? Je m'exécutais, j'avais honte. Un tremblement intérieur, la vue qui se brouille, le raisonnement qui flanche, comme un étourdissement. Un aveuglement qui subitement vous empêche de voir et de ressentir, comme pour se cacher à soi-même. Je ne baissais pas les yeux, je n'aimais pas me voir nue. L'étrange impression de ne plus pouvoir poser mon regard sur quiconque. Je fixais la côte au loin, puis j'allais m'asseoir, les mains croisées sur le bas de mon ventre. À partir d'un certain âge, l'enfant va souvent dire ou montrer qu'il ne souhaite plus qu'on le regarde se déshabiller. Il va le faire comprendre à l'adulte en s'enroulant dans sa serviette ou en fermant la porte. Il est important que le parent l'entende, car la réciproque est vraie également. L'adulte va devoir être prudent dans ce qu'il livre de sa nudité ou pas à son enfant à partir de ce moment-là, particulièrement. Nous abordons là un thème capital dans le registre de l'incestuel qui est la place du regard.
Les patients décrivent bien cette emprise par le regard, dans cette sensation et ce vécu de ne pouvoir échapper au regard du père, surtout pour les filles. Certaines femmes témoignent adultes du regard déplacé, érotisé sur leur corps. Elles parlent des commentaires faits donc sur le corps changeant à la puberté par rapport au sein, aux règles, et comment elles se cachent alors sur des vêtements trop grands pour elles, pour échapper à ces regards. Elles peuvent aussi se couper les cheveux si le père caresse fréquemment les cheveux de façon ambiguë. Elles peuvent prendre du poids pour disparaître sous les formes ou ne mangent plus, pour ne plus rendre saillants les attributs féminins comme les seins, les fesses, voire pour disparaître complètement comme dans l'anorexie gravissime. Ensuite, l'effraction sonore. Donc, les parents qui ont des relations sexuelles bruyantes, ostentatoires dans la chambre à côté de celle de l'enfant, les parents qui ne ferment pas les portes, qui écoutent des films pornographiques dans le salon sans se préoccuper de ce que peut entendre, surprendre ou pas l'enfant. Et évidemment, ça fait trauma aussi. En résumé, je propose de se questionner en tant que parent, sur quels sont les espaces de séparation possibles à l'intérieur du foyer, de séparation et donc de respiration, qui permet d'éviter les liens d'emprise parent-enfant ou enfant plus âgé sur enfant plus jeune dans la fratrie. Donc nous touchons là à une thématique très importante qui est la non-possibilité de créer un espace intime, un espace intérieur sécure, car l'inceste et le climat incestuel viennent faire éclater toutes les limites, les bords de l'intimité. Chaque membre de la famille dans ce climat va pouvoir avoir accès au jardin intime des uns et des autres. Et évidemment, on pense là au carnet intime des enfants et adolescents qui sont ouverts, consultés par les parents abusifs sous prétexte de savoir comment ils vont. C'est pour cette raison que j'insiste avec certains patients sur l'idée que la chambre parentale est un accès bordé et codifié, car il renvoie symboliquement à la sexualité des parents auxquels les enfants ne devraient jamais avoir accès. Je précise qu'il est possible de parler de sexualité à ses enfants et de la prévention des risques, sans avoir à exposer sa propre sexualité dans les moindres détails. Je renvoie sur cette question au livre passionnant de la gynécologue Danielle Flomenbaum, « Femme désirée, femme désirante », c'est le nom de son livre, qui interroge les différents symptômes d'ordre gynécologique à l'orée de la psychanalyse transgénérationnelle, ou comment les traumatismes liés aux abus sexuels non élaborés chez nos ascendants féminins, mère, grand-mère, viennent prendre corps de façon répétée et douloureuse dans la sphère intime et génitale, cystite, infection vaginale à répétition, descente d'organes, etc., etc. Dans tous ces exemples, nous sommes face à ce que Ferenczi, disciple et contemporain de Freud, appelle la confusion des langues entre les adultes et l'enfant. Inès en a parlé hier, qui est un texte qui fait suite à un exposé de sa part au 12e congrès de psychanalyse en Allemagne en 1932. Là où l'enfant attend de la tendresse, il trouve un geste sexualisé à son égard. Se créera alors un télescopage, une superposition, une confusion des deux. Geste tendre attendu égale agression sexuelle. Il a fallu du courage à Ferenczi, alors que Freud lui avait déjà tourné le dos, pour remettre sur le devant de la scène la première théorie, la théorie de la séduction sexuelle. Pardon. Bruno Clavier écrit dans son dernier livre « Il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles ». Lâché par Freud, traité de psychotique et de pervers, il est exclu pour longtemps de la sphère analytique. Ferenczi en mourra 1 an après. Je ne peux m'empêcher d'y voir là une répétition des fonctionnements familiaux incestueux transférés sur le groupe d'analystes autour de Freud, figure paternelle fondatrice. À quoi s'engage celui qui va briser le silence ? Les fantasmes de mort et de destruction sont toujours omniprésents. Ce n'est pas parler qui tue, c'est le rejet du groupe et de la famille. D'où la nécessité d'être accompagné lors de la révélation d'inceste, car il est indispensable d'avoir pensé en amont les effets de résistance, de défense et de rejet auxquels va faire face celui ou celle qui va dénoncer. Donc là, je pense à un ami psychanalyste qui était à la fin de sa carrière. Il avait 60 ans. Il a décidé de briser le silence à l'intérieur de sa propre famille. Et il a vécu tellement d'ostracisme et de rejet de la part de sa fratrie qu'il a déclenché un cancer foudroyant et qu'il est mort 3 mois après. Donc l'idée, c'est évidemment qu'il faut briser le silence, mais c'est quelle précaution, comment anticiper et se protéger tant que faire se peut des ondes de choc de cette levée du silence.
Je pense qu'il est important de créer et de trouver d'autres appuis à ce moment-là en dehors de la famille, par exemple les amis, déjà ses propres enfants si on a créé une famille, ou alors des amis qui vont constituer sa nouvelle famille d'appartenance. Alors juste dire que moi je ne parle pas de incestuer, j'avais envie d'en parler parce que dans incestuer, moi j'entends inceste, tu et je pense que la victime d'abus ne doit pas être engloutie entièrement dans ce signifiant, car si elle doit faire avec ce trauma, son identité est autre et multiple, bien entendu. Il y a Louis G.L., qui est directeur de l'Institut de victimologie, qui a écrit un livre sur cette question, sur l'importance des mots par rapport à la question de l'inceste. C'est comme la dernière fois aussi, pendant une conférence, c'était sur la table ronde avec Clavier et Inès Gauthier, il y a une jeune femme qui a pris la parole en disant elle a fait son coming out, bon déjà, et elle a avoué son inceste. On n'avoue pas un inceste parce qu'en fait on n'en est pas coupable. Donc le mot avouer, moi je proposerais de le laisser aux agresseurs, mais pas aux victimes. Là, j'insiste sur les mots parce que je pense que c'est par le langage que des changements sociétaux peuvent être possibles. C'est comme une patiente en séance qui me disait on est des enfants incestueux avec mon frère, donc c'est un inceste frère-sœur, on est des enfants incestueux. Non, votre frère a été incestueux, mais vous avez été incestué. Et je trouve que c'est important de remettre cette asymétrie dominant-dominé et prédateur-victime. L'emprise familiale. La famille endogamique est de type donc clanique. On est donc dans une tribu où il règne une harmonie apparente. Donc l'idée, c'est toi et moi contre le reste du monde, ou toi et nous contre le monde. La famille fait bloc. Donc on a l'illusion de loin comme ça d'une osmose familiale, fusionnelle et soudée. La seule frontière du coup qui est repérable dans ce type de fonctionnement familial se situe entre la famille et le monde extérieur, mais pas entre les membres de la famille. Donc nous sommes ici face à une non-séparation des psychés au niveau groupal. Il est courant qu'après une analyse de l'arbre familial, nous retrouvions souvent une figure originaire vampirique liée à des angoisses cannibaliques qui va faire intégralement partie de ce que les thérapeutes familiaux appellent le mythe, pardon. C'est le type dans le mythe fondateur. Nous retrouvons un exemple de ce type de figuration et de mythe dans le très beau livre de Sophie Chauveau, La fabrique des pervers, dans ce qu'elle nomme le prologue « Naissance d'une dynastie ». Elle nous fait part du mythe des origines familiales. Donc un ancêtre, donc elle plante le décor, un insecte qui transgresse toutes les règles sociales et morales en allant voler des animaux au Jardin des Plantes de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les découpe en morceaux et les fait manger au tout Paris, en les vendant dans sa boucherie. Il fera fortune, nous dit l'auteur. Tout y est. Transgression, sadisme, cannibalisme, tromperie, perversion, fortune, inceste. La figure du pervers, véritable vampire, est installée au début du livre. Ce gros monsieur infatué de lui-même et des siens va lâcher dans la nature quelques bombes à retardement enchaînées générées par son crime du Jardin des Plantes, ce qui fait de lui le père d'une meute de prédateurs, hors la loi masquée, qui va s'épanouir aux générations suivantes. Arthur incarne à la perfection celui que Freud a nommé la chef de la horde. Donc là, je voulais vous montrer du coup la couverture du livre de Claude Ponty, donc ce livre pour enfants, Mon amour, qui parle de violences sexuelles. Je trouvais que c'était intéressant de reprendre parce que je trouve qu'il a bien saisi la question de la pulsion cannibalique qu'on retrouve du coup dans la relation, chez l'agresseur, qui fait de l'autre son objet. Voilà. C'est la loi d'un seul, ce sont alors les règles du groupe incestueux qui vont remplacer la référence culturelle à la loi sociale. En général, on retrouve une figure donc masculine toute puissante, en dehors de toute castration, qui sait, qui ne supporte pas la contradiction, qui va utiliser l'argent pour asservir, mettre en dette, qui sera violent physiquement ou verbalement et qui va se servir car il estime être dans son bon droit. De ce rapport au monde à l'inceste, il n'y a qu'un pas, le passage à l'acte.
Nous allons retrouver donc dans toute relation incestuelle une séduction traumatique précoce, le plus souvent entre une mère et son enfant. L'inceste maternel il a été abordé, mais quand même peu par rapport au reste, l'inceste paternel, mais il est également évidemment très présent dans les familles. Le tabou autour de l'inceste maternel est quand même beaucoup plus fort. On le voit dans les équipes, dans les institutions, c'est quand même beaucoup plus difficile à imaginer. Plus difficilement repérable, car la plupart du temps moral. Mais s'il existe évidemment il existe des passages à l'acte incestueux de certaines mères sur leur enfant, on l'a vu, des calottages fréquents, des caresses intrusives, voilà, ou des traitements abusifs avec des suppositoires, tout ça. Dans la relation fusionnelle, la mère va se nourrir de l'autre, de son enfant. C'est une relation unilatérale à l'enfant, qui n'est pas reconnu dans son être, dans sa subjectivité. En humiliant son enfant, en le culpabilisant sans cesse, en lui adressant des injonctions paradoxales et en le coupant de tout lien extérieur, en dénigrant systématiquement ses choix, la mère va créer une relation de dépendance et d'emprise toxique. Le petit va se retrouver dans une demande constante de réassurance, de l'amour de l'autre, d'être reconnu par l'autre, ce que plus tard adulte, il cherchera sans cesse. Les adultes nous décrivent bien ce vécu de vide intérieur, de grande solitude, par exemple, quand ils sont plus en couple et qu'ils peuvent plus donner à l'autre. Il existe aussi un renversement des relations qu'on appelle le phénomène de parentalisation. Donc c'est l'enfant qui va se soucier, devancer les besoins et les désirs de son parent. Il va prendre les devants comme ça constamment pour tenter de plaire, de satisfaire l'objet d'attachement. À l'âge adulte, ce sont des personnes qui auront du mal à reconnaître leurs propres besoins, leurs limites, et qui auront tendance à donner beaucoup, au-delà d'eux. Ces personnes pourront également être dans de grandes dépendances affectives face à leur conjoint, quitte parfois à supporter l'insupportable comme les violences conjugales. Le message que renvoie la mère à son enfant, c'est « Tu es mon seul objet de jouissance. Rien ne vient faire tiers dans la relation entre toi et moi, même pas ton père. » Ce que Lacan a appelé la forclusion du nom du père, entendons ici évidemment de la fonction paternelle. Donc le désir de la mère en tant qu'investissement libidinal n'est pas forcément porté que sur son objet d'amour hétéro ou homosexuel, mais l'essentiel est qu'elle désire ailleurs, cinéma, peinture, sport, travail. L'essentiel, c'est que la mère désire en dehors de son enfant. Le complexe d'Oedipe reste un moment capital, je le dis, dans la construction psychique d'un individu. Si le petit garçon désire se rapprocher de sa mère ou la petite fille de son père, l'essentiel, on le redit et on le re-redit, donc on l'a dit chaque jour, je pense, je ne sais pas, l'essentiel est surtout qu'il ne se passe rien. Voilà, qu'il n'y ait pas de passage à l'acte incestueux. Il est courant que l'enfant interroge d'une façon ou d'une autre l'interdit de l'inceste auprès de son parent. Souvent, j'entends un positionnement du type « non ». Un père qui va dire, par exemple, non, je ne serai jamais ton amoureux parce que je suis le mari de ta mère, par exemple, mais ça, c'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas le lien d'alliance qui empêche l'inceste, mais c'est le lien de filiation. C'est, quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais le cas, car je suis ton père, et il est interdit d'avoir une sexualité avec ses enfants et les personnes de sa propre famille. Donc l'enfant va demander de la tendresse et de l'affection à ses parents. Il va demander une attention, mais en aucun cas, le parent devra être ce grand tout pour lui, de façon omnipotente et toute puissante. Les enfants ont donc été soumis à une emprise alors qu'ils pensaient être aimés. Ils ont été l'objet de l'autre. Ils ont vécu dans l'illusion d'avoir été choisis entre tous, dans la fratrie par exemple, il y a souvent des élus, et d'être le préféré du père ou de la mère. Cette relation est narcissiquement disqualifiante. La symptomatologie, elle peut revêtir différentes formes. Donc, on l'a vu dans l'inceste, c'est à peu près les mêmes. Hein. Donc, toutes les sphères sont touchées, que vous connaissez déjà, avec son cortège de somatisation, de comportements à risque, conduites addictives diverses aux drogues, à l'alcool, à la vitesse, au sexe, à des comportements dits ordaliques, c'est-à-dire le besoin d'aller se confronter à la mort par des sports extrêmes, par exemple.
Rakami parle de déconstruction du moi. La personne est intimement disqualifiée dans son être et dans ses désirs. Cela a des répercussions sur son activité mentale, la concentration, la mémoire, son repérage dans le temps et dans l'espace, sur son rapport à l'auto-érotisme, c'est-à-dire à son corps, à sa propre sensualité corporelle, dans ses rapports amoureux évidemment, et dans l'estime de soi. Nous constatons également des brèches dans la capacité du jugement, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi, puisque l'injonction incestuelle est « si tu m'aimes, cède-moi. Si tu ne veux pas ma mort, crois-moi ». Le jugement se plie, se soumet. La pensée n'est plus fiable. Rakami explique que comme la vérité sur l'inceste est interdite, la vérité se cache, et c'est donc aussi le moi du sujet qui se cache, pour se préserver de cette emprise. Alors apparaissent souvent les processus cliniques de faux self. L'individu avance masqué en société, sans pouvoir être dans son être véritable. Et comme dans ces familles, la pensée, le fantasme, le désir sont absents, il va y avoir beaucoup de recours à l'agir. Je voulais vous parler du film Shame, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle, de Steve McQueen. C'est un très beau film qui est sorti en 2011 avec Michael Fassbender, qui joue le rôle d'un homme dont son quotidien est dévoré par ses obsessions sexuelles et dont on perçoit toute la souffrance psychique quand il s'attache enfin à une femme et qu'il ne parvient pas à lui faire l'amour. Ce film traite de la relation incestuelle que cet homme entretient avec sa sœur. Le climat plane, figurant l'impossible séparation du lien frère-sœur, malgré ses tentatives de poser des limites entre elle et lui, avec des portes qui claquent et une demande qu'elle ne reste pas chez lui ad vitam aeternam, et qu'il lui demande un délai pour qu'elle puisse partir, puisqu'elle va chez lui. Donc elle dira dans le film « Nous ne sommes pas mauvais, c'est juste là d'où nous venons qui est mauvais ». La phrase sibylline de la sœur est la seule clé qu'offre le réalisateur pour nous orienter vers l'hypothèse d'un climat incestuel, voire d'abus sexuels au sein de leur groupe familial. Alors dans la même idée, mais au niveau féminin, donc sur les comportements à risque sexuel, il y a le beau livre de Leila Slimani, Dans le jardin de l'ogre, qu'elle a écrit en 2016. Juste une toute petite courte phrase. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière, qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin de l'ogre. Donc là, je vais vous parler d'un cas clinique que j'ai appelé lien d'emprise mère-fille et inceste frère-sœur. Je reçois la demande d'une personne par mail en mars que j'entends comme un appel au secours. Elle est orientée par Ilan Graff, dans le cadre de son activité professionnelle en tant que thérapeute en thérapie crânio-sacrée biodynamique. Le fait que ce soit Ilang qui me l'adresse est un élément très important car Madame X sait que je vais pouvoir accueillir et entendre la question des abus sexuels. Une fois la confiance établie, elle m'en parlera donc rapidement. Je reçois une femme de 60 ans, apeurée, recroquevillée, les mains cachées et recouvertes de ses manches, aux prises avec diverses phobies importantes, comme l'impossibilité d'être dans une foule, faire ses courses, sortir à des spectacles, être dans un groupe. Des désordres spatio-temporels très importants, une très forte angoisse, des somatisations, une mésestime de soi majeure. Elle est dyslexique, dysorthographique, une grande solitude, pas d'amis, parce qu'elle me dit on ne peut pas compter dessus. Elle a déjà fait plusieurs psychothérapies, elle a eu plusieurs enfants et elle a vécu deux unions amoureuses. Elle est la 6e enfant d'une fratrie de 7. Donc cette femme, elle a à peu près entre 50 et 60 ans. Sa mère fera une dépression du postpartum à sa naissance. Elle dira « J'ai absorbé la dépression de ma mère. Mon père était effacé, il disait oui à tout, il se faisait engueuler tout le temps, ma mère était en colère tout le temps. » Elle me racontera la relation mère-fille faite de perversion, d'emprise, de dénigrement et de son père écrasé dans cette relation de couple face à l'autoritarisme de sa femme et relativement absent psychiquement dans sa fonction paternelle. Elle décrira un inceste, des viols répétés de la part d'un de ses frères plus âgés, qui a alors 11 ans, alors qu'elle avait 8 ans. Et ça a duré des années. Jusqu'à ce qu'elle parle à une psychologue qui convoquera la mère pour demander que cessent tout de suite ces viols. Madame X n'a aucun souvenir qu'on se soit adressé à elle à ce sujet. Aucune reconnaissance de la violence sexuelle du frère à son égard par les membres de la famille. Les parents ont redemandé que les frères et sœurs fassent en sorte qu'elle ne se retrouve plus dans la même pièce que son grand frère.
Ses sœurs aujourd'hui ne se souviennent pas de cette demande. Elle n'en a jamais reparlé à ce frère agresseur, elle ne peut pas. Quand je lui demande de tracer son arbre familial, c'est un geste difficile et douloureux. Grande résistance et phobie face à la feuille blanche. Elle finira par écrire « moi » dans un rond, puis refusera d'inscrire les membres de sa famille qu'elle juge trop toxiques. Je l'inviterai à inscrire le prénom de ses enfants et de leur père, la famille qu'elle-même a créée. Ce qu'elle acceptera est d'inscrire les noms des gens qui ont compté pour elle devant son refus en fait, d'inscrire les membres de sa famille. Donc les gens qui ont compté, sur qui elle a pu s'appuyer tout au long de sa vie, donc de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle inscrira le nom d'une institutrice et de certains thérapeutes. Les arbres de famille incestueux, eux, ne se ressemblent pas. Ils sont soit trop pleins et confus, soit trop vides. Donc on voit ici comment je tente de l'aider à repenser un néogroupe, une nouvelle enveloppe groupale suite à la rupture des liens avec sa fratrie, qu'elle nomme toxique. Un nouveau groupe, un nouveau maillage de liens pour faire face à l'attaque des liens que produit l'inceste. Elle dira « si je bouge, je peux provoquer le désir de l'autre. Dans le bus, je fais tout pour être invisible. » Lors d'une séance, elle se raconte en m'expliquant qu'elle a invité un ami de longue date et collègue de travail à boire un café chez elle et que cet homme a tenté de l'embrasser. Elle raconte comment elle a pu lui dire non, comment elle a dû lui dire non plusieurs fois en me disant « mais combien de fois faut-il dire non pour être entendue ?» Elle raconte comment cette fois-ci, elle n'est pas restée sidérée et qu'elle est parvenue à lui signifier et à faire en sorte que cet homme donc sorte de la maison. Se faire agresser dans sa propre maison, c'est une répétition traumatique. La maison n'est plus et n'a jamais été dans son enfance un lieu de protection, mais tout au contraire le lieu du crime, de l'inceste du frère pendant des années. Aujourd'hui, nous travaillons entre autres sur la difficulté à fermer la porte de sa propre chambre. Un de ses enfants adultes vit avec elle. Que signifie fermer la porte à l'autre pour elle ? Comment s'autoriser à se protéger, à posséder son propre espace intérieur dans la même maison ? Quelle est cette crainte vis-à-vis de son fils, sinon par identification, qu'il imagine qu'elle le rejette à son tour, comme a pu la rejeter sa propre mère, si elle échappait à son regard et à sa tyrannie, et comme elle a pu être rejetée par son propre frère suite à la dénonciation des faits. Avec ce discours paradoxal, violent et pervers, si tu échappes à mon envie, à ma tyrannie, tu ne seras plus rien pour moi. L'enfant est alors nié en tant que sujet, il devient l'objet de l'autre. Si on l'entend ici dans le lien d'emprise et vampirique mère-fille, pris dans un inceste moral, il en va de même dans le lien incestueux. Donc ça, c'est un manga que je trouve formidable, que je trouve vraiment super, qui parle justement d'un inceste. On y voit bien tout le climat incestuel se dérouler tout au long des différents. Comment on dit ? Non, plus que les chapitres, parce que vous savez, les mangas, c'est tomes. Voilà. Et voilà, jusqu'au moment. Enfin, bon, je ne vais pas vous spolier le truc, mais en tout cas, c'est un beau manga sur l'inceste mère-fils, avec le vécu, où c'est bien décrit le vécu de l'enfant face à une mère psychotique. Pour les victimes d'inceste, c'est la double peine, l'effraction du viol et la disqualification narcissique. On se rappelle de cette jeune femme dans le podcast de Charlotte Budlowski qui dit « Ce qui a été dur pour moi, c'est de comprendre que je n'avais pas été l'élu de mon grand-père, car ma cousine a été victime également. Au procès, il ne m'a même pas regardée, je n'étais rien pour lui. » J'entends aujourd'hui chez Madame X son immense difficulté dans la relation avec les autres à se positionner en tant que sujet ayant ses propres pensées. Avoir et énoncer ses propres pensées, être différente, c'est prendre le risque de rentrer en conflit avec l'autre, de penser différemment de l'autre et donc d'être rejeté. Si l'accompagnement thérapeutique consiste à l'aider à penser la difficulté à se protéger en redélimitant, entre autres, les espaces du dedans et du dehors pour retrouver un espace de liberté et d'autonomie psychique. Que fait cette patiente pour vivre, pour survivre, je saurais dire ? Elle écrit, elle dessine et elle coud.
elle coud des poupées, à l'image de celle qui lui a sans doute sauvé la vie dans sa solitude de petite fille. Elle assemble, elle coupe, elle relie et recoue la petite fille intérieure en morceaux. Elle répare, elle se transforme, entre autres, à travers le geste créatif. J'avais oublié de vous montrer. Donc, ça, c'est le film Black Swan où, à un moment donné, il y a comme une forme de, on ne sait pas trop, de rêve, de bouffée délirante, voire de flashback, où il y a un inceste mère-fille. Et dans ce film aussi, il y a une relation d'emprise mère-fille très, très importante. Là, je vous montre en fait donc cette patiente. Donc c'est avec évidemment son autorisation que je vous montre. En fait, c'est des petites enveloppes qu'elle crée quand elle ou dans laquelle elle glisse son paiement et qu'elle m'offre à chaque séance. Donc elle découpe elle-même les petites enveloppes qu'elle fabrique et puis elle fait des petits dessins dessus. Je vais m'abstenir de faire. Je vous les montre, mais je ne vais pas faire de commentaires parce que je ne l'ai pas travaillé avec elle. Donc voilà. Je vous montre juste l'évolution. Donc là, il y a le recto, le verso. Comment sortir de l'oubli ? Sortir de l'oubli, oui, mais comment ? Au-delà des associations spontanées des patients et du coup tout le travail sur les arbres familiaux, quelle autre forme de recueil du matériau psychique en séance ? Donc, le rêve. C'est Freud qui, le premier, parlera de la technique d'interprétation des rêves comme la voie royale vers l'inconscient. Les analystes jungiens l'utilisent également beaucoup, tous les analystes l'utilisent beaucoup en psychothérapie. Le rêve est le gardien du sommeil. Bruno Clavier en a beaucoup parlé lundi soir. Le rêve, c'est comme un rébut. L'inconscient avance masqué, car soumis à la censure de l'inconscient, grâce aux mécanismes principaux qui sont la condensation. Donc, la condensation, c'est une compression d'éléments. Par exemple, je vais rêver de la porte de ma chambre, avec la maison du voisin, dans une ville avec un nom inconnu. Voilà, c'est une condensation. Pardon. Le déplacement, il l'a bien expliqué Bruno Clavier. On le retrouve beaucoup dans les dessins d'enfants. C'est un décentrement du rêve de ses objets de désir principaux sur des objets voisins. Donc, par exemple, un enfant qui va rêver de son instituteur ou d'un monstre imaginaire et pas de son père. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, quand B rentre en thérapie, là je vous parle d'une autre patiente, elle arrive préoccupée par la relation qu'elle a avec sa fille adulte psychotique qui sort de psychiatrie suite à un épisode maniaque. J'entends un besoin d'aide à trouver la juste distance avec sa fille qui est alors très en colère. La scène de reproches, d'insultes et lui fait des demandes excessives en termes de présence et sur le plan matériel. J'ai choisi d'évoquer l'histoire de cette patiente car il est intéressant de constater comment lorsqu'un membre de la famille se met au travail psychiquement sur sa propre histoire individuelle et familiale, cette démarche interpelle consciemment et inconsciemment tout le groupe familial. En effet, quand un membre de la famille se met à bouger psychiquement, c'est toute l'homéostasie, l'équilibre ou système familial qui s'en trouve modifié. C'est lorsqu'émerge la problématique d'inceste pour elle-même à l'intérieur de la thérapie que sa fille adulte, qui est en thérapie elle-même, lui téléphone pour lui faire part de son rêve. Elle arrive donc en séance avec ce rêve très touchant et représentatif de d'un rêve que je qualifierais de familial, avec cette question « Mais de quoi est faite cette vague qui nous arrive ?» Elle me rapporte donc là le rêve de sa fille. Nous étions toutes les trois dans un port. Je suis entre ma sœur et toi. C'est un requin ou une vague, un gros mouvement d'eau. Un gros bateau noir s'est dirigé sur ma sœur. J'ai eu peur et j'ai crié. Une grosse vague a recouvert ma sœur. Je n'étais plus là non plus. Est-ce que la vague m'a emportée aussi ? Ma sœur est là. Maman a disparu. A-t-elle été emportée par la vague ? Madame B associera sur le fait que la vague est faite d'eau noire, porteuse de choses obscures, qu'elle n'aime pas se baigner en milieu ouvert car elle nage mal. Sur le plan symbolique, le noir est une couleur qui revient beaucoup en termes de figuration de l'agresseur, le monstre noir, le monsieur habillé de noir, l'aigle noir de Barbara. Les vagues symbolisent les irruptions soudaines de l'inconscient.
Autre masse d'ordre psychique, d'une inertie trompeuse, lancée par les pulsions instinctives à l'assaut de l'esprit, du moi piloté par la raison. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le dictionnaire des symboles de Chevalier et Gerbrandt. En thérapie familiale psychanalytique, nous appelons ce type d'irruption soudaine de l'inconscient, ces masses, des objets bruts. Ce sont des objets non élaborés psychiquement par la famille, véritables traumatismes, dont reste la charge psychique, l'empreinte, mais dont les descendants ignorent la plupart du temps le contenu. Ces objets bruts sont toujours en lien avec des deuils non faits, bébés morts, fausses couches, morts sans sépulture, la honte, les actes transgressifs commis par les ancêtres. Travailler autour de son arbre familial permet de relancer la chaîne associative inconsciente et de donner corps à ses impensés. Nous voyons bien dans cet exemple clinique comment le récit de ce rêve partagé relance ce que nous appelons la fonction mythopoïétique du groupe familial, c'est-à-dire sa capacité à rêver ensemble, quand cette dernière est le plus souvent gelée, figée, arrêtée, du fait du traumatisme de l'abus sexuel avec ses mécanismes de déni et de ce que Nicolas Abraham et Maria Torok décrivent dans L'écorce et le noyau, il est à la vente ici, ce qu'ils appellent l'obligation de la loi de nescience, N-E-S-C-I-E-N-C-E. Le fantôme est le travail dans l'inconscient du secret inavouable d'un autre, je ne sais pas. Sa loi est l'obligation de nescience, sa manifestation, la hantise et le retour du fantôme dans des paroles et actes bizarres, dans des symptômes. J'attire votre attention sur le fait que cette interdiction d'accès au savoir et donc à la vérité peut avoir de graves conséquences sur les apprentissages scolaires et le désir d'apprendre et de lire. Si j'ai choisi de vous raconter ce rêve, c'est évidemment pour le symbole de la vague qui revient beaucoup dans les discours liés à l'inceste. Cette métaphore est reprise dans le podcast aussi de Ou peut-être une nuit, cette vague qui emporte tout. Elle dévaste, désorganise et renvoie à la peur de la mort suite aux sensations d'éclatement et d'engloutissement liées au crime sexuel. Mais la vague peut emporter aussi la famille et ses liens. Il faut beaucoup de force aux victimes pour parler, car elles le savent, le risque de rupture des liens familiaux est réel, avec son cortège de blessures, d'abandon et de rejet. L'enfant ou l'adulte qui parle et qui tente de sortir du magma confusionnel familial en tentant de s'en séparer attaque la cohésion de ce groupe. La parole va venir effracter ce que les thérapeutes groupalistes appellent l'enveloppe familiale qui entoure et protège le groupe. Pour maintenir le dysfonctionnement de ce groupe, tous ses membres vont être soumis au silence, au blanc, au secret, dont l'enfant, dès sa naissance, pressent très bien la forme, mais n'a pas de mots pour en saisir le contenu. Il fait l'expérience qu'il ne peut pas aborder certaines questions avec ses parents. C'est cette forme, telle une enclave psychique, qui va être transmise d'une génération à l'autre. Lorsque le ou la patiente victime d'abus sexuels dessine son arbre familial, il retrouve toujours des liens d'emprise et des passages à l'acte incestueux dans les générations précédentes. Une autre forme de travail aussi en séance, c'est de travailler avec les photographies de famille. Donc là, vous avez le livre de Christine Ulivici qui s'appelle « Ces photos qui nous parlent ». C'est du matériel clinique que le patient va apporter en séance pour élaborer autour des non-dits et des secrets familiaux. Dans Triste Tigre, Neige Chino consacre plusieurs pages, je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'image de la famille, à ce qu'elle renvoie, à la photo que renvoie la famille dans les articles de journaux. Il y a une insistance sur l'image d'unité que renvoie sa famille et comment elle se fissure quand on y regarde de plus près. Des photos qui disent l'incestuel. J'accueille une femme au visage figé mais souriante, en surpoids, dans une grande hypervigilance. Posture de corps, impossibilité de se détendre, de s'appuyer contre le dossier. Elle me raconte qu'elle a déjà été internée en psychiatrie pour des bouffées délirantes, car elle a décompensé suite à un adultère. Elle entendait des voix qui la traitaient de salope, de petite pute. Je prends le temps de l'écouter et je me demande d'emblée ce qui n'a pas été entendu du côté des abus sexuels, d'abus sexuels éventuels, et je me dirige donc vers une hypothèse de psychotraumatisme. On travaille sur les photos et donc elle choisit, donc là, le ou la patiente amène les photos qu'il souhaite, évidemment. Donc il y a un tri qui va s'opérer déjà en amont, au domicile. Donc là, elle choisit de m'amener des photos de naissance de ses enfants. Et sur les photos donc, qu'elle juxtapose, donc apparaît de manière répétitive que le couple qui présente l'enfant, c'est elle et son frère. Sur chaque photo, c'est elle et son frère et le bébé. Donc,
Voilà. Il y a une autre photo aussi qui montre un rapproché de corps, vraiment d'emprise de son frère sur elle, de manière très dominante. Donc d'emblée, du coup, on constate une confusion des places, frère-mari, avec peu de place pour le père des enfants. Le travail elle va amener aussi des photos de mariage de sa mère, où en fait on voit la mariée qui est en noir et la sœur qui est en blanc. Sa sœur se marie le même jour avec le frère de son mari. Donc là, il y a une notion de double, de miroir, de même, qui viennent alerter en termes d'équivalent incestuel dans les arbres familiaux. Son frère est un malfrat qui videra le compte en banque de sa grand-mère de cœur, donc sa grand-mère de cœur par adoption, quoi, et transférera de l'argent mafieux sur le compte de sa propre mère pour ne pas être repéré par le fisc. Donc là, on voit comment le lien d'argent est aussi un équivalent incestueux dans la relation mère-fils. Enquête de police, ma patiente est inquiétée et entendue comme co-tutrice, et entendue parce qu'elle est co-tutrice avec son frère. Donc elle est clairement sous son emprise. Donc tout l'accompagnement, c'est va-t-elle couvrir le frère qui risque la prison et faire une fausse déclaration pour le protéger et reprendre le fonctionnement de sa propre mère qui excuse son fils de toutes ses transgressions et le laisse vampiriser toute la famille? Il faudra un long travail pour qu'elle reconnaisse cette emprise et qu'elle puisse s'en dégager, accepte de lui dire non et qu'elle puisse s'en protéger. Donc là, pour cette personne, on voit bien qu'il y a un polytraumatisme, il y a plusieurs traumatismes. Et donc, j'alerte sur comment le traumatisme aussi des violences conjugales chez les parents, parce que là, il y avait beaucoup de violences chez ses parents. L'ambiance incestuelle avec une mère qui raconte en permanence à sa fille les violences sexuelles que lui fait subir son mari peuvent souvent venir recouvrir le traumatisme lié au crime sexuel, enfin d'inceste. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler du geste créatif. Christian Bobin, que j'aime beaucoup, écrit « La création, par l'invention d'une forme close, protège, recueille le réel ». J'ai collaboré donc à la création d'une collection de livres qui vient de paraître, qui s'appelle L'Atelier intérieur, en tant que créatrice et psychologue, convaincue à la fois par l'idée des effets bénéfiques du geste créatif qui nous façonne, nous apaise et nous invite à découvrir des parties de soi inexplorées, et convaincue également, avec mon ami et co-auteur Raphaël Vidaline qui est ici présente, que le beau et la poésie soignent. Mona Chollet, dans son livre D'images et d'eau fraîche, nous dit « Dans un monde de plus en plus désespérant, j'ai envie de revendiquer ce rapport primaire et entêté à la beauté, cette confiance dans l'appui qu'elle nous offre. » Plusieurs ateliers ont eu lieu dans le cadre de cette semaine, et notamment des ateliers d'art-thérapie autour de cette technique japonaise qu'est le kintsugi avec Virginie Besançon. D'ailleurs, si elle est là, j'aimerais bien la rencontrer. Voilà, enchantée. Qui est une métaphore de la restauration de soi, en ne recouvrant pas la brisure ou la cassure, mais en la sublimant à travers le passage du pinceau et de la dorure. En tant que photographe et créatrice, je peux témoigner de ces appuis précieux qui m'ont aidé à traverser l'existence. La sculpture, la peinture, le dessin, l'écriture permettent une tentative de se séparer, de sortir de soi la forme, les traces du trauma, et tenter de mettre en forme également l'éclatement, l'indicible, la sidération. Là, c'est donc un recueil de poésie de Rupicor qui écrit « Mon cœur m'a réveillée la nuit dernière. Il pleurait. Comment puis-je t'aider, lui demandai-je. Mon cœur m'a répondu. Écris ce livre. » Et je voulais terminer par ce dessin, donc, qui est toujours la même patiente, elle me l'a envoyé par mail récemment. Pour conclure, les événements comme celui-ci permettent de sortir de la solitude. Ils créent du lien, de ce qui libère, permettent de sortir du silence, de la culpabilité et de la honte. Ils remettent nos mondes internes et le monde du dehors à l'endroit, contrairement à celui que crée le fonctionnement pervers où tout est à l'envers.
Faisons en sorte, tous ensemble, dans nos cabinets, nos associations, nos groupes d'amis et nos familles, que la peur et la honte changent de camp. Et peut-être que nous passerons du berceau des dominations à celui des consolations, puis au berceau des transformations individuelles et collectives. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sandy. On va prendre quelques questions. Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question pour cette excellente conférence. Je suis émue. Je vais essayer d'être straight. Je ne suis pas Madame X, mais j'en suis pas loin. Et j'ai une question à vous poser. En fait, à la fois, je suis victime et à la fois, je suis auteur. Non pas auteur d'inceste, mais de climat incestuel. Et ma question, c'est, j'aimerais écrire, j'ai besoin d'écrire, mais je ne veux pas voler à mes enfants leur statut de victime en mettant en lumière mon propre statut de victime. Donc ce que j'entends, c'est si moi j'écris en tant que victime, ça viendrait faire de l'ombre, c'est ça, au vécu de vos enfants à vous? Mais moi je pense que dans l'écrit il y a la place pour tout le monde et que reconnaître sa propre souffrance, comment dire, qu'on peut laisser la place aussi. Vous pouvez aussi laisser la place à vos enfants. Vous pouvez aussi l'écrire. Eux-mêmes, ils peuvent aussi écrire de leur côté. Tu veux proposer une réponse? Oui. Mais moi, juste comme réponse, je pense qu'en tant que victime, si la personne qui m'avait agressée pouvait écrire quelque chose de son vécu à elle, bah ça me ferait vachement de bien. Parce que ça me permettrait de comprendre beaucoup mieux d'où ça vient. Et voilà, justement, qu'il y a un truc qui cesse à un moment parce qu'il y a une compréhension. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Je pense que exactement ce que vous dites, que une parole qui raconte la vérité de son histoire pour ses enfants, c'est quelque chose de très précieux. Enfin, moi, je le crois. Et donc, ça n'empiète pas sur vos enfants qui pourront eux-mêmes écrire leur histoire. Mais je pense que ça sera une lumière dans leur histoire. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la patiente qui coud les poupées, qui fait tous ses dessins, elle a écrit aussi son histoire et elle l'a fait lire à ses enfants. Elle respecte le fait qu'il n'y ait pas forcément de retour. Il y a ces enfants qui... Voilà, il a plusieurs enfants et elle ne sait pas. Elle sait qu'ils l'ont lu, mais du coup, elle ne sait pas ce qu'ils en pensent. Voilà, c'est laisser la temporalité aussi à ses propres enfants, de dire quand ils le sentent et d'accepter aussi que s'ils ne souhaitent pas en parler, ils ne souhaitent pas en parler. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas rajouter des effractions supplémentaires. Et voilà, je crois que c'est important, mais chacun ne peut parler que de sa place. Donc c'est le chemin que vous avez à faire et l'écriture est une belle voie, je trouve. Mais je trouve effectivement que si vous pouvez témoigner, c'est un beau cadeau que vous faites à vos enfants. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le climat incestuel dont vous avez parlé tout à l'heure, sur le fait de déambuler nu, le fait de dormir avec ses enfants, etc. J'ai l'impression que c'est une vision très occidentale quand même.
et d'une certaine aisance financière, parce qu'il y a des gens qui vivent dans une seule pièce, qui n'ont pas les moyens d'avoir chacun une chambre fermée. Il y a aussi des frères et sœurs qui vivent dans les mêmes espaces, dans une maison, on va dire, peut-être classique. C'est pas le bon mot, classique, mais vous m'avez compris. Et je trouve un peu culpabilisant, en fait, ce message de se dire que si on vit les uns avec les autres, par exemple, dans la même pièce, parce que c'est un choix ou parce que c'est un non-choix, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un appartement avec 5 chambres, parce qu'on a 5 enfants, je trouve que c'est un peu dérangeant. Et aussi sur la question de culture, parce qu'il y a tout un tas de cultures dans le monde où les familles vivent ensemble et dorment ensemble, tout en respectant, je pense, quand même une notion d'intimité. Et donc voilà, ça, c'est de savoir en fait de quel point de vue on se place et quel est votre avis par rapport à ça, parce que voilà, je trouvais que c'était très occidentalisé et très d'une certaine classe sociale de pouvoir avoir ce point de vue-là. Alors, évidemment qu'il y a plein d'enfants qui partagent la même chambre. C'est pas parce qu'on partage la même chambre que pour autant les espaces sont pas différenciés. Il y a des familles qui se débrouillent pour qu'il y ait la petite étagère, que chacun ait son petit coin et que les choses soient respectées. Et que les parents font en sorte que le petit coin de chacun il soit respecté, que ça soit pas effracté, même si on est dans la même chambre. Il peut y avoir des rideaux, des paravents, enfin voilà, que sais-je, les parents ils peuvent inventer plein de choses et les enfants aussi. L'essentiel, c'est d'avoir son petit espace à soi, je pense, pour mettre ses petites affaires et de se sentir en sécurité, c'est-à-dire de savoir que ça va pas être effracté, que c'est pas à la vue de tout le monde, voilà. Et après, par rapport à la question culturelle, je suis pas ethnologue, mais je sais par exemple qu'en Allemagne, la question de la nudité des mères avec leurs filles, enfin voilà, ou dans les pays de l'Est, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et que ça semble ne pas poser de problème. Moi là, j'ai pas de recul en termes, je dirais, ethno-psychiatriques, en termes sociologiques. Je pense que même si les corps sont nus, je pense qu'il doit y avoir des usages et des usages tout de même codifiés. Après, moi, je ne les connais pas forcément, mais dans chaque culture, il y a des usages codifiés qu'on ne voit peut-être pas, nous, avec notre prisme d'occidentaux. Mais bon, voilà, ça doit exister pour coexister ensemble. Et pour que chacun puisse être respecté dans sa subjectivité, je pense. Bonsoir, je suis là. C'est le mot climat, en fait, qui est hyper important. Je pense que on peut avoir chacun sa chambre, être 3 enfants dans une famille et qu'il y ait un parent qui se promène nu, ça pose un problème. Mais c'est vraiment le climat et l'ambiance qui crée le malaise. En fait. Donc après, moi, c'est pareil, je connais pas trop les autres cultures, mais c'est vraiment, il suffit d'un regard, en fait. Ça peut être des choses hyper, enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'invisible, l'incestuel, en fait. C'est vraiment un truc, j'allais dire subtil, c'est horrible de dire ça, mais voilà. Ah, si, c'est le mot juste. Ouais, voilà, mais voilà. Oui. On peut être ensemble, donc on se le redit, donc dans un espace proximal, et que pour autant, les frontières justement du moi, de l'intime et de l'extime soient respectées. Là, je suis obligée de caricaturer un peu mon propos pour bien insister, pour que le message passe. Mais c'est juste des repères que je vous donne. Mais après, c'est pas des vérités absolues, évidemment, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure, mais je crois que vous parliez d'un lien entre le climat incestuel et l'entrée dans la lecture des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est par rapport à ce que Abraham et Torok appellent la loi de nescience. Donc c'est un interdit de savoir. Donc quand il y a eu des traumas dans les générations précédentes, il y a ce qu'on appelle le secret, qui va se perpétuer de génération en génération. Et c'est comme un contrat tacite entre les membres de la famille que ça, il ne va pas falloir qu'on y touche. Voilà, parce que l'enfant, il pressent vite que quand il pose des questions, ça va être douloureux, que le parent, pour lui, c'est compliqué d'en parler.
Donc ça, il ne faut pas y toucher. Donc dans le faut pas y toucher, on entend, mais ça, tu ne vas pas avoir accès à ce savoir-là, à ce qu'il y a là-dedans, dans cette forme-là, qui nous habite, qui est là tout le temps, mais ça, tu ne pourras pas y avoir accès. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de nescience, qui donc vient toucher ce qu'on appelle la pulsion épistémophilique chez l'enfant, qui est le désir d'apprendre, le désir de savoir, qui fait que on se lève le matin, on va à l'école, et qu'on accepte d'aller découvrir, voire même d'ouvrir des livres. Par exemple, là, j'ai une patiente qui m'a dit donc récemment, moi, les livres sur l'inceste, les émissions, tout ça, j'ouvre pas un livre, je veux rien en savoir. Voilà, enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais moi j'ai entendu ça. Je ne veux rien en savoir. Voilà. Donc là, on voit comment tout ça, c'est comment dire que comme c'est opérant en fait dans la psyché. Ce je ne veux rien savoir. Et parfois, ça peut du coup, par résonance, toucher les enfants qui on comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à apprendre, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas avoir accès au savoir. Voilà. Donc c'était juste sur ce lien-là je pense qu'on peut être vigilant, voilà, par rapport à ça. Moi, j'avais une question sur les mots. Tout à l'heure, vous disiez à la fois qu'il ne fallait pas que les gens, que n'importe qui... je vais prendre un exemple simple. Je me suis battue avec beaucoup de gens dans mon entourage pour qu'ils arrêtent de m'appeler maman devant ma fille, en leur expliquant que je n'étais pas leur mère à eux, mais que j'étais la mère de ma fille. Donc pour qu'ils disent soit ta maman, soit qu'ils m'appellent par mon prénom. Et j'ai l'impression que c'est depuis ça que de temps en temps, ma fille elle m'appelle soit maman, soit par mon prénom. Soit par mon surnom d'ailleurs. Mais du coup, j'avais l'impression que vous mettiez que juste après le fait de dire que, en effet, il fallait pas que le père ou la mère appelle l'autre maman ou papa, vous disiez aussi que ça faisait une confusion dans les générations quand les enfants appelaient par leur prénom. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une conséquence du fait que je me batte pour pas que les autres gens m'appellent maman, alors que je ne suis pas leur mère, qui a fait qu'elle m'appelle parfois par mon prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben non, pas vraiment. J'ai pas compris si vous étiez maman ou pas maman. Vous êtes mère? Je suis mère de ma fille, ouais. Ce qui est normal. Ah, oui. Mais qui vous appelle maman alors qu'il ne devrait pas vous appeler maman? J'ai pas compris. Par exemple, tout le monde en fait, la maîtresse de l'école, ma coloc, en fait tous les gens font ça, en parlant à ma fille, mais j'ai l'impression que tout le monde fait ça en fait. En parlant à ma fille, il parle de moi en disant maman. D'accord, ah oui. Mais tout le monde fait ça, hein, je crois. Enfin, c'est un truc très classique. C'est juste que moi, depuis que je me bats et qu'à chaque fois je dis aux gens, non, je ne suis pas... ma coloc, par exemple, je lui dis, non, je suis pas ta mère, donc m'appelle pas maman devant ma fille, appelle-moi par mon prénom. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que parfois ma fille m'appelle par mon prénom. D'accord. Du coup, c'est juste que ça me faisait un peu bugger que vous disiez que le fait que les enfants appellent leurs parents par leur prénom, c'était un... Ah oui, j'ai compris. Je sais pas si... Si, j'ai compris. Pour vous, là, ce que j'entends, c'est que c'est important que les personnes en dehors de votre fille vous reconnaissent en tant que femme avec votre prénom et pas dans votre fonction maternelle. C'est ça que j'entends. Il y a ça, mais du coup, je veux dire, la conséquence que ça a, c'est que ma fille m'appelle parfois par mon prénom. Oui. Parce que c'était vraiment concomitant. Oui, et donc vous lui dites quoi à votre fille? Je lui dis que je suis sa mère, mais que je suis aussi... mais du coup, quand elle vous appelle maman, quand elle vous appelle par votre prénom, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Est-ce que du coup vous la laissez vous appeler par votre prénom? Moi, je la laisse m'appeler par mon prénom parce que je trouve ça un peu d'une certaine manière drôle. Des fois elle m'appelle maman, des fois elle m'appelle par mon prénom. Elle change en fonction des gens qu'il y a autour et puis parce qu'elle a capté que en fait j'étais aussi quelqu'un d'autre. Voilà, 3 ans. Ouais. J'ai l'impression que vous attendez de savoir que moi je me positionne pour savoir si c'est problématique ou pas, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que du coup ça me faisait un truc bizarre. Oui, je comprends, puisque j'en ai parlé. Je comprends que ça c'est bizarre. Mais si vous trouvez ça drôle, qu'il n'y a pas de souci pour votre petite fille et que... Voilà, non, c'est toujours pareil. C'est dans le côté
très systématique. Si du jour au lendemain, elle arrête de vous appeler maman et qu'elle vous appelle tout le temps que par votre prénom, comme le font les adolescents, par exemple, souvent à l'adolescence que ça arrive, voilà, ça peut interpeller. Mais ça peut être aussi une opposition à la mère, c'est pas forcément de l'incestuel, ça peut être aussi une forme d'agressivité passive, ou voilà. Donc c'est pas... Moi, donc je le répète, moi je donne juste des petits indicateurs, des marqueurs, des repères, mais c'est pas des vérités générales, c'est pas, voilà, c'est juste pour repérer le climat, l'ambiance et vous donner des petites touches, quoi. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre la parole de façon professionnelle. Je vous remercie déjà beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté, mais moi j'aimerais revenir au faux self. C'est-à-dire que les personnes qui font des faux selfs peuvent faire des années de psychanalyse et il ne se passe pas grand-chose. Donc j'avais envie de vous demander comment vous faites face à des patients qui font des faux selfs pour que quelque chose débute. C'est quoi un faux self ? Alors là, on va rentrer dans la psychopatho. Donc on est dans ce que... des psychanalystes comme Bergeret décrivent comme état limite. Donc là, on rentre dans la psychopathologie. Donc, en gros, par rapport au complexe d'Oedipe, c'est une forme d'aménagement, en fait, du complexe d'Oedipe, mais où les personnes ne vont pas vraiment le dépasser. Et... on va avoir chez ces gens en général de grosses angoisses abandonniques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est des gens souvent du coup qui vont arriver masqués, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain vernis social ou qui vont présenter une identité de surface en apparence, mais on va avoir du mal à être en contact avec leur être authentique, qui sont vraiment, mais on comprend bien que c'est un mécanisme de défense, de protection, et voilà. Donc comment moi je fais, moi je suis psychologue, donc je les écoute, et que vous dire, l'idée, c'est de peut-être doucement, bien sûr, mais déjà qu'ils puissent déposer dans l'espace thérapeutique leur vulnérabilité, leur fragilité, et que le thérapeute puisse l'accueillir pour justement faire un peu tomber les masques. Déjà dans cet espace-là, qui est un espace sécurisé, contenant, voilà. En espérant que cette personne, ensuite, elle pourra être plus authentique dans ses relations amoureuses, dans ses relations sociales, et voilà. Pardon. Merci beaucoup. Désolé, il va falloir qu'on s'arrête là. Merci à Sandy Rousson pour...